Merci. On va parler donc Alexander, mon associé, plutôt de la rétine médicale, et donc moi, plutôt de la rétine chirurgicale, de notre web, sur les pelages, et quand on dit pelage, c'est pelage pas sur les membranes, mais pelage sur les OBCR, sur les diabètes essentiellement, et éventuellement un peu sur la zone gasse. Je tenais à remercier en tant que membre du bureau deux membres qui ont fait plus de trucs dans le bureau, c'est André et Alex Hoffman, parce que sans eux, on n'a pas de... Alors, on va vous présenter tous les deux notre vision, la vision du chirurgien maculaire. Enfin, je vais commencer tout seul. Pourquoi j'ai commencé à peler des occlusions veineuses et des diabètes? Parce que d'abord j'ai discuté dans les congrès, notamment à l'EVRS, avec une présentation de Jean-Paul Niquet vers 2009. Et puis il y a eu la macularité en 2011, dont on vient de parler, Niquet, qui a fini de me convaincre. Et en rentrant, j'ai commencé à faire ça. Et puis on voit bien que déjà à l'époque, le pelage de la mi-tente interne, seul, marche mieux que quand on fait des injections, ou marche mieux quand on fait des injections à l'avance. Puis j'ai continué, j'ai commencé à faire ça. Alexander Maille est arrivé en 2014, c'est de la rétine chirurgicale, donc essentiellement la rétine chirurgicale urgente. Puis j'ai continué à faire la chirurgie maculaire seul. Lui il fait la rétine médicale, et il fait beaucoup dans la déballe, il le fait très très bien. Et puis on s'est un petit peu effectivement battu tous les deux pour que je puisse, enfin je me suis battu contre lui pour pouvoir garder les occlusions veineuses. D'accord. Et puis j'ai la présentation que j'ai beaucoup aimée de Fred Anon à Retina, qui pourtant passait un peu inaperçu, et qui m'a confirmé dans notre opinion, parce qu'en plus c'est un petit peu comme on sait nous, et puis plutôt que de plagier ces diapos, je lui ai expliqué direct, hein, je lui ai demandé de les envoyer, même s'il n'est pas venu, et je ne m'étendrai pas là-dessus. Et comment justifier face à une audience où effectivement beaucoup de personnes font des injections sur un œdème maculaire, qu'il faut opérer. On a du mal à le faire, on doute en partie, et surtout c'est qu'on n'utilise pas les bons arguments face à ces personnes. Et je pense que plutôt que, l'œdème maculaire, en fait, ça conduit soit d'un côté à des IVT, encore des IVT, toujours des IVT. Et puis, même si effectivement la complication des IVT elle est faible, la multiplication des IVT elle est importante. La complication de la multiplication des IVT est importante. Si vous avez je ne vais pas te dire de précis, mais si vous avez 0,1% d'avoir un problème avec une endophthalmie et 1% d'avoir un problème avec un pelage, 10 IVT, vous avez le même pourcentage. Et puis vous allez continuer, on a vu qu'il y avait des patients qui avaient 38 IVT. Donc, on sait en plus qu'il y a d'autres problèmes liés aux IVT, l'atrophie maculaire, l'ischémie maculaire. Donc, moi, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, parce que je voudrais vous présenter, parce que c'est combien de patients qui ont déjà eu des injections, on peut leur proposer, peut-être en les opérant, de ne plus avoir d'injection, d'en avoir moins. Et puis comme tout à l'heure pour l'indentation, au pire, on continuera à faire des injections. Donc au début, j'ai voulu faire une étude rétrospective. J'ai choisi les OBCR parce que ça me semblait plus simple, parce que la population était plus homogène, il y avait moins de comorbidité. C'était moins dépendant de facteurs ophtalmologiques comme l'équilibre du diabète, des choses comme ça. Et puis aussi, j'avais moins de patients à traiter, puis j'avais moins opéré. Et donc j'ai regardé une patiente de 2009 à aujourd'hui, et j'avais environ 37 pelages, 37 montrant que je pouvais inclure. 19 OBCR, 11 OBCR, je pouvais faire 70 ans. Et en fait, je n'ai pas donné beaucoup de mes résultats parce que c'est pas la peine de réinventer la roue. L'étude, elle vient d'être dite. L'étude, elle a déjà été faite en 2011. Et moi, les 34 patients, il n'y avait rien de significatif, même si je veux exactement les mêmes tendances. Les mêmes tendances, mais pas significatives. Donc j'ai arrêté d'analyser ça, et j'ai juste voulu regarder un résultat que je vous donne brut, parce qu'il n'y a pas le nombre d'IVT, brut parce qu'on ne sait pas si c'est quel type d'IVT c'est, mais c'est un petit peu ce que je veux pouvoir dire à mes patients. Quand je vois un patient qui m'a passé par Alex, souvent il a eu des IVT avant, et il va vous expliquer pourquoi. Mais moi, je voulais savoir, en expliquant aux patients, voilà, je vous propose de faire une solution pour qu'il y ait moins d'IVT ou plus d'IVT. Et souvent, je ne savais pas, donc je disais un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, sur mon étude rétrospective sur les OBCR, je pense que c'est mieux sur le diabète,
on est à 10, 5, 8. Ce n'est pas des pourcentages, hein. C'est mes 23 patients, 10, ils n'ont plus d'injection, 5, ils en ont eu encore, mais moins qu'avant, et 8, ils en ont eu pareil à peu près. Encore, ce n'est pas des patients comparables. Je ne peux pas faire une étude sur 37 patients et sur ces sous-types. Mais ça me permet de me dire que mes 1 tiers, je ne mentais pas, quoi. Et puis pour les jeunes, ça parle pas. Je voulais juste vous montrer que pelé sur une occlusion veineuse, ça c'est un pelage sur une occlusion veineuse qui a été diagnostiqué 2 jours avant. Et pelé sur une occlusion veineuse, ben, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est même pas plus compliqué. Peut-être la synocclusion de branche, peut-être plutôt aller chercher à amorcer dans la zone non édémateuse, un peu moins de risque de trouille iatrogène. Vous allez voir quand on passe sur la zone, ça n'a pas du tout de particularité d'opérer sur ces occlusions. Quelque chose sur le fond. On n'est pas là pour montrer les gens qui sont communautaires. Ouais, ça va, c'est pareil. Alors, je vais passer la parole à Alexander May. C'est mon associé, il fait plein d'IVT, je l'aime quand même. Et quand j'ai mis un NDT, c'est que j'ai complété avec ma vision des choses, ce que lui n'avait pas mis comme la diapo originale. C'est pas notre du traducteur, c'est notre du transcripteur, parce qu'en plus, c'est pas lui qui a fait les diapos. Ouais. Allez, vas-y. Bon, moi, je suis le côté obscur de la force. Déjà, pourquoi commencer par un pelage? On a vu des arguments à l'instant. Pourquoi basculer vers un pelage? Et si on commence avec les IVT, à quel moment est-ce qu'on envisage une vitrectomie, c'est-à-dire dans la vraie vie? Pourquoi faire des IVT en premier? Déjà, la vitesse de récupération. Quand vous avez quelqu'un qui est opéré d'un pelage de membrane, il récupère au bout de quelques mois. Okay, j'ai vu des patients récupérer en 3 mois, quand j'en ai vu récupérer d'un an. Quand on fait des IVT, bah ça c'est quelques semaines, des fois c'est même quelques jours. Donc ça c'est, à mon avis, un des arguments pour les IVT. Après, on en a parlé, on a vu tout à l'heure avec Pierre-Olivier, c'est vrai que le risque de l'IVT dans l'ensemble est quand même très faible. Ça permet aussi de contrôler les proliférations, surtout dans le cas des occlusions veineuses, où de plus en plus de collègues font des OCT angio, on regarde plus du tout la périphérie, et on trouve de plus en plus de catastrophes parce qu'en fait le diagnostic est mal fait. Et c'est aussi un plaidoyer pour l'angiographie de regarder ce qui se passe sur cette rétine. Et en plus, c'est un traitement qui est de plus en plus bien accepté parce que chacun, la grand-mère, le voisin, l'oncle, le machin, qui a déjà une injection, donc ça leur parle. Les patients, ils savent de quoi on parle en moyenne. Pourquoi commencer par un pelage? Pour moi, en tant que rétinologue, c'est déjà, est-ce que je peux déplacer facilement mon patient? Parce que quand vous faites des injections régulières, il faut que le patient y vienne. Donc ça, c'est un gros argument en faveur, souvent, d'une opération immédiate du mois pour mois. Le meilleur contrôle à long terme, Pierre-Olivier l'a rappelé, et puis bah, forcément, la Macular Study de 2011. Pourquoi basculer vers un pelage? Et bah, en fait, la fréquence des IVT qui augmente le risque, on en a parlé tout à l'heure. La possibilité de combiner d'autres choses que le pelage, c'est-à-dire qu'on a un patient sur lequel on va pouvoir réaliser une cryothérapie périphérique, en laser périphérique, surtout quand c'est difficile à faire, ou parce qu'ils sont opérés, qu'ils ont des opacités périphériques et qu'on n'arrive pas à les atteindre dans les ailes conventionnelles. Le fait de faire une vitrectomie nous permet d'additionner en fait d'autres choses dans l'équation. Pierre-Olivier nous a rajouté la création du DPE, mais c'est vrai que souvent ces patients pathologies, c'est souvent déjà fait. Encore une fois, notre argument qu'on ne peut pas ignorer. Quand est-ce qu'on bascule vers un pelage? Pour moi, c'est très simple. On a des patients qui basculeront jamais vers un pelage parce qu'on les injecte 3 fois et puis jamais. 5 à 10% selon les études. Pour moi, l'idée de basculer sur un pelage sur des patients qui ont une VBR ou une VCR, c'est quand on a une récidive très rapide. C'est-à-dire vous avez un patient, vous injectez 3 fois et puis on revient au bout d'un mois et puis récidive. Là, je pense que c'est intéressant d'en parler. Le problème, c'est souvent dans la vraie vie, les patients ils ont peur des opérations. Ils ont beaucoup plus peur d'une opération que des IVT. Et donc c'est notre rôle à nous de les motiver, mais ce qui explique pourquoi certains patients, je pense que Jean-Paul justement, il a vu récemment un de mes patients à moi, qui est venu le voir, à qui j'ai proposé dès le départ de l'opérer, mais qui ne voulait pas être opéré. Mais forcément, quand vous avez eu 10, 15, 20, 30, 50 injections, au bout d'un moment, le fait de dire, en fait, si
si tout opère, probablement, on aura besoin d'injecter. Ça prend de plus en plus de poids et ça devient de plus en plus simple. Mais c'est vrai que, à mon avis, l'équilibre doit être trouvé pour chaque patient. Et surtout, le diagnostic doit être bien fait. Le patient dont on a vu la vidéo là tout à l'heure, c'est une patiente qui a une occlusion qui est absolument ischémique que j'ai vue en angio la semaine dernière. Donc en fait, qu'on fasse des IVT ou qu'on fasse une opération, on va pas. Et là, encore quelques cas cliniques que Pierre-Olivier voulait présenter. Donc c'était juste pour montrer les 3 petits cas cliniques qu'on a fait. Donc c'est un petit peu ce que vous a montré Alex, donc il y a eu des injections. Et puis au final, il a récidivé après une 4e injection. Donc là, il a été opéré, un petit scalpel. Donc pour l'instant, effectivement, on ne sait pas que c'est là, je crois qu'il y a quand même. Voilà. Donc on voit que ça se stabilise. Malheureusement, on n'est pas. Je n'arrive pas à voir les dates. On n'a pas un recul de dingue, mais on voit quand même que ça a l'air de se stabiliser. Moi, ça c'est ma meilleure patiente. C'est du diabète, ça. Par contre, je n'ai pas retrouvé de patient avec quand même une veineuse aussi jolie. Mais ouais, c'est une patiente assez jeune. Elle a 40 ans, en tout cas au diagnostic au début là. Et oui, il y a eu pas mal d'injections et typiquement c'était une patiente qui était hyper flippée. On lui a proposé l'injection, la chirurgie beaucoup plus tôt, mais elle ne veut pas entendre parler de chirurgie. Elle est allée sur internet, elle veut des injections. Et puis finalement on est arrivé à la convaincre. Et voilà, je crois que on peut dire que ça marche de faire des collages après des IVT. C'est important aussi de le dire parce que si vous n'avez pas pu prendre de patient au départ, regardez ces patientes dans l'IVT qu'elle a eu, elle a eu une chirurgie et elle n'a plus jamais eu de récidive. C'est vrai, excusez-moi, c'est là avec membrane. Voilà, c'est une membrane que tu opères? Non, attends, c'est une membrane que tu opères, ça. Parce que c'est pas. Si, ah merde. Ça dépendra de votre aussi. Oui, mais moi, ça, c'est pas. Quand on. Moi, je suis d'accord. De toute façon, c'est quelque chose que j'opère. Une façon. Attends, le seul truc, c'est qu'elle est où ton image? Elle est là, pas d'accord. Moi, je vois des diapositives comme ça à Retina Biarritz. Et là, la patiente, le médical ne s'opère pas. Hein. C'est pas tractionnel. Si tu vas dans un congrès rétinologue médical, est-ce que j'opère cette patiente? C'est non. C'est pas tractionnel et les injections, elles marchent. Je veux dire, Retina Biarritz, il y a 2 ans, c'était ça pendant une demi-journée entière. Donc, ok, après, moi je suis d'accord. Évidemment, il y a une petite adhésion, il y a un petit truc en surface. Mais en fait, là c'est un diabétique, et pour moi, c'est en fait le cas de ce que j'appellerais plutôt un interface vitréo-rétinien pathologique. Et c'est typique pour moi chez les diabétiques, c'est que tu as justement cet épaississement postérieur qui n'est pas vraiment une vraie membrane, comme tu l'entends de manière classique, c'est-à-dire un truc qui va faire des gros plis. Par contre, c'est effectivement épaissi, et je pense que d'un point de vue échange entre le vitré et la rétine, il y a un véritable souci, et ce qui explique aussi pourquoi ces patients font les œdèmes d'ailleurs. Quand tu es belle, tu vas enlever l'alimentaire latéral en plus de la membrane, c'est là que tu entraînes ta gliose. Et puis le dernier cas, alors pareil, je veux dire que c'est une membrane. Mais pour un patient qui a une occlusion veineuse et qui a eu plusieurs injections et qu'on opère au final et qui se stabilise. Voilà. Oui, plus tard. Après, je suis un peu d'accord avec ton avis, c'est-à-dire parfois on nous adresse des patients qui ont eu une ou 2 IVT, et si la personne connaît bien les indications opératoires, elle nous adresse en disant « j'ai l'impression que mes IVT ne marchent plus parce que je perçois une très discrète, je ne parle pas de membrane rétractive, mais une condensation fibreuse qui fait qu'on est probablement dans l'inefficacité des IVT. » À ce moment-là, il faut effectivement passer la main et enlever ça. Donc ça, c'est une indication. Non, mais moi je pense que là, il n'est pas besoin de le persuader en fait. Mais je peux te dire que là, ce que je montre là, dans les congrès, là, ça passe pas ça. Même avec cette petite densification. Pour eux, il n'y a pas de traction. Sur dans le rapport sur la SFO sur les veines maculaires, l'indication de la chirurgie, c'est tractionnel. Juste, il y a un énorme risque, parce qu'avec Biarritz, je m'étais bagarré. D'abord, il faut voir l'application de 2009 qui est
effectivement, une grosse série européenne des mois. Mais là où les statistiques trichent, c'est qu'à 3 semaines, sous traitement médical, 50% des thromboses veineuses ont récupéré d'ici 6e. Et qu'en fait, les mecs qui font des IVT, ils font des IVT tout de suite. Donc en fait, ils ne suivent pas la boucle. J'en ai parlé longtemps avec Jean-Paul Béron, parce que les gens ne sont pas là. Parce qu'en fait, Jean-Paul, lui, il respecte ça. C'est-à-dire qu'il fait un traitement médical, si le malade ne récupère pas, il fait une IVT, si ça ne marche pas, il l'opère. Oui, mais on peut nous opposer le même argument. Mais je te reviens, souvent c'est ça. Tu les opères et ça pourrait marcher. Les patients, ils viennent en général pas juste après que la vue est baissée. En moyenne, il faut être honnête, les patients qui débarquent avec une occlusion veineuse, et ils viennent me voir, ils me disent bah, ma vue elle a baissé depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 4 mois. Et alors ça arrive qu'il y en a qui viennent en urgence et qui sont là 2 semaines. Et chez ceux-là, je suis d'accord avec toi, tu peux attendre, mais c'est une infime minorité de patients qui viennent dans ton cabinet avec une occlusion veineuse qui date depuis moins de 15 jours. Mais je peux te poser une question. Avec plaisir. Quand tu écoutes la statistique qui viennent de présenter, ça te triture pas au fond de toi-même? Alors, juste pour l'information, moi je suis issu d'une école qui est une des premières en Allemagne à promulguer le pelage d'aliments interne. Donc c'est quelque chose qui me parle, c'est pour ça que je me suis associé avec Olivier d'ailleurs. Mais si tu veux, bien sûr que ça me triture. Et bien sûr qu'il faut qu'on en parle. Mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Il y a l'être humain, okay, le patient. Quand tu dis à un patient, je vais t'opérer, souvent ils freinent des cas de fer. Moi je leur propose tous, okay, tous les patients d'OVCR, d'OVBR, de diabète, je leur dis, bah, le problème, c'est qu'en général, les patients ne veulent pas. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui arrivent mieux que d'autres à convaincre leurs patients de se faire opérer, ça c'est sûr. Mais bien sûr, dans l'idéal, je pense qu'il faudrait faire des plus grandes séries. Ça, c'est ce qui a été fait avec le MSTI. Et les résultats étaient statistiquement significatifs. Alors, soit on croit aux statistiques, soit on est un scientifique, soit on n'y croit pas et on laisse tomber. Mais le vrai problème, tu dis, on a des humains. Oui, le vrai problème, c'est ta mère. Est-ce que tu vas lui faire des injections en sachant que tu lui enlèves, comme on l'a prouvé, des chances, enfin, dans sa récupération, elle remontera moins haut que si tu la confies immédiatement au chirurgien, ou non? En fait, je vais dire la même chose que je réponds à Novartis à Bayer. Il est en train de se faire que je sorte de ligne. Je pense qu'on pourra continuer cette discussion Ok. au côté. Moi, je peux juste rajouter, je pense que vraiment, et ça, Alex l'a compris qu'on n'injecte pas de corticoïdes avant d'opérer. Jamais avant d'opérer. D'accord.